ceux qui nous rejoignent pour cet échange. L'idée de cette table ronde, c'est de discuter ensemble aujourd'hui de la partie cybermenace et géopolitique, notamment, et les évolutions qu'on voit qui sont assez nombreuses. Et donc pour ça, j'ai deux personnes. Bon, Fabrice, je te laisse te représenter. Ouais, alors donc je m'appelle Fabrice Bru, je suis directeur cybersécurité et architecture dans le secteur du retail. Et je suis également le président du CESIN, qui est un club d'experts en sécurité de l'information et du numérique, qui regroupe 1200 responsables cyber dans les entreprises. Très bien. Et Jean-Christophe ? Bonjour, donc Jean-Christophe Mathieu, je suis le directeur cybersécurité d'un très grand groupe dans les transports. Et je suis également membre du CESIN, d'où ma présence aujourd'hui. Très bien. Alors déjà, juste une petite information bras levé. Qui ici connaît la cybersécurité ou fait la cybersécurité dans son entreprise? À main levée. Ok. Donc on a quand même des nouveaux, donc c'est déjà un premier sujet. La première question, voilà, on parle beaucoup de cybersécurité industrielle. Je pense que la première question un peu à se poser, c'est pourquoi on en parle de plus en plus de cybersécurité dans les usines, etc. Voilà. Jean-Christophe, aujourd'hui, voilà, pourquoi le sujet commence à émerger de plus en plus, et notamment pourquoi Global Industries, ça nous fait un pôle cybersécurité spécifiquement? Alors, je ne voudrais pas faire une séance d'anciens combattants, mais la cybersécurité dans les systèmes industriels, je crois que ça date d'à peu près 2010, le 10 juillet 2010, si mes souvenirs sont bons. Ça a commencé avec la première cyberarme. Ça s'appelait Stuxnet. À l'époque, je travaillais pour un grand groupe fabricant d'automates industriels qui a vécu ça de plein fouet. Et ensuite, il y a eu plein d'initiatives. Et je crois que la première fois où on a parlé de cyber à Global Industries, ça devait être en 2017. C'était un peu avant le Covid. Et à l'époque, se tenait à Lyon une initiative qui, depuis, a rejoint le GIMELEC. C'était le cluster ECC4U, qui regroupait plein d'industriels qui avaient pris conscience de ces sujets. Et donc, qui avaient aussi vécu, pour pas mal d'entre elles, en termes d'entreprise, des attaques sur leur système d'information, mais aussi leur système industriel, donc leurs outils de production. Et je crois qu'aujourd'hui, bien nombreux sont ceux qui n'ont pas été victimes d'attaques. Il y a eu quand même pas mal d'attaques un petit peu partout de par le monde, avec ou sans impact. Et c'est parfois le sujet, c'est que s'il n'y a pas d'impact, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et parfois, c'est juste du vol de propriété intellectuelle. Et on sait qu'on a des amis, ou pas, à l'Est, qui sont toujours friands de savoir comment on fabrique tous nos équipements. Et peut-être, Fabrice, c'est quoi les principaux facteurs aujourd'hui qui accélèrent ce sujet? On parle beaucoup de numérisation, notamment ici. Est-ce que tu vois des vraies évolutions dans les risques aujourd'hui de cybersécurité? En fait, moi, dans mon environnement, effectivement, alors déjà, pour compléter ce que dit Jean-Christophe, en préparant une autre table ronde, je me suis aperçu que 25% des attaques par rançongiciel depuis le début de l'année, c'est-à-dire par paralysie généralisée du système d'information, donc 25% de ces attaques avaient ciblé des usines. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet. Maintenant, pour répondre à ta question, en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu précédemment. Moi, je vois de nouveaux vecteurs. En fait, les nouveaux vecteurs qui arrivent, c'est on voit qu'il y a de plus en plus d'interconnexions, comme je disais tout à l'heure, entre l'univers industriel qui était à la fois, enfin, pendant très longtemps, qui a été très cloisonné, versus aujourd'hui où en fait ils ont compris la valeur qu'apporte par exemple le big data sur de l'analyse pour de la maintenance préventive, pour mesurer leur performance, pour mesurer leur ligne. Et du coup, en fait, il y a une interconnexion naturelle qui est en train de se passer, où on envoie de plus en plus des données du secteur industriel vers de l'informatique de gestion traditionnelle. Deuxièmement, on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'ouverture de ce système d'information industriel à des tiers externes et à des chaînes de sous-traitance. Et on sait très bien que la chaîne de sous-traitance peut parfois représenter un vecteur potentiel d'entrée. On ne maîtrise pas toujours qui se connecte. On ne sait pas qui se connecte, c'est-à-dire qu'on fournit tout un tas de comptes, mais derrière, on a juste un contrat avec une société N et qui peut potentiellement confier aujourd'hui au télémainteneur numéro 1, demain au télémainteneur numéro 2. On n'a pas nécessairement le nom des personnes. Ou dans certaines entreprises, on n'a pas les moyens de l'imposer. Dans des grandes entreprises, on y arrive. Dans des secteurs régulés, on y arrive. Dans des secteurs moins régulés, on n'y arrive pas beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a ça qui arrive. Et puis il y a l'événement magnifique de l'intelligence artificielle, sur lesquels en fait nos industriels, ou du moins dans nos activités, ont plein d'idées pour faire plein de choses hyper passionnantes. En revanche, malheureusement, c'est comme tout, il faut bien prendre conscience que l'IA va apporter énormément de valeur
énormément de valeur, mais il y a toujours une part sur laquelle il faut qu'on soit vigilant, sur, par exemple, le risque d'apprentissage de notre IA. Si on envoie de la donnée de mauvaise qualité, ça sortira de la mauvaise qualité. Et donc, il y a des risques que des tiers externes, et en particulier qui soient à l'Est, et maintenant je me demande même aussi à l'Ouest, qui voudraient peut-être injecter des données corrompues dans nos moteurs d'IA pour finalement détourner ou en fait nous donner de faux résultats pour qu'ils gagnent la suprématie sur d'autres technos. Il y a aussi la manière dont on interroge l'IA, où on voit qu'aujourd'hui, il va falloir former nos collaborateurs à savoir prompter une intelligence artificielle. Bref, donc on voit que la convergence entre les systèmes d'information industriels et les systèmes d'information traditionnels, aujourd'hui, on est en plein dedans. Voilà. Et elle s'accélère énormément. Je pense que demain, on n'en parlera quasiment plus de convergence parce que ce sera, dans beaucoup d'entreprises, finalement, c'est une extension du système d'information. Se posera la question de savoir dans quel périmètre il est, etc. etc. Ça, il y a des guéguerres qui existent de tout le temps, c'est évident, mais on voit bien que cette convergence arrive et on voit bien qu'en fait, l'informatique traditionnelle apporte de nouveaux risques à nos directeurs industriels et nos directeurs industriels génèrent de nouveaux risques dans notre système d'information. Très, très clair. Peut-être aussi un sujet un peu important, c'est on parle beaucoup de cybersécurité, mais finalement, c'est quoi la tête de la menace? Qu'est-ce que vous craignez? On parle de sabotage, on parle de vol de données aujourd'hui. Concrètement, c'est quoi les grands sujets finalement d'inquiétude que vous avez dans votre vision des risques? Et aujourd'hui, voilà, c'est quoi l'état de la menace à votre sens? Je pense. Peut-être, et Fabrice l'a très bien dit, j'ai cité l'Est comme territoire inamical. Je crois que l'Ouest n'est pas en train de devenir très amical non plus. Et ça nécessite pour des entreprises telles que les nôtres, qui sommes partout sur la planète, de se dire en qui peut-on avoir confiance et en qui nous savons que nous ne pouvons plus avoir confiance. Et ça, c'est important parce que ça engage des choix de gouvernance, des choix humains, mais aussi des choix technologiques. Les choix humains, déjà, c'est important parce qu'on sait que maintenant, dans nos entreprises, tout le monde ne pourra plus accéder à des fonctions très sensibles et que donc on aura la nécessité, c'était le cas avant, mais ça devient de plus en plus vrai parce que cet état de la menace évolue vraiment et que parfois nos alliés ne sont plus aujourd'hui nos amis. Donc ne soyons pas naïfs, je reprends la phrase de Guillaume Poupard en son temps, et essayons de trouver le juste à propos en fonction de qui on fait travailler sur nos systèmes. C'est la même chose en matière de gouvernance. On ne pourra pas appliquer les mêmes règles si on est quelque part en Europe que si on est tout à l'est de la planète ou tout à l'ouest. Donc c'est tout ça qui doit être adapté. Et puis les technologies, alors on entend souvent un mot un peu passe-partout qui est la souveraineté. Moi, j'ai parfois un peu de mal à savoir ce que ça veut dire. Est-ce qu'on parle de souveraineté française, européenne? Et là, les solutions technologiques, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à des solutions qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique? Je ne sais pas. Et je n'ai pas de réponse en tout cas. Est-ce qu'on peut faire confiance ou plus confiance à des solutions qui viennent de l'Est? J'en ai pas la moindre idée non plus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la menace, elle est omniprésente et on la voit sous plein de formes. On l'a vécu, nous, dans notre chair, le 26 juillet, quelques heures avant l'inauguration des Jeux Olympiques. Des lignes à grande vitesse sont sabotées et dans la foulée, des attaques en déni de service se perpètrent sur nos infrastructures IT. Et donc là, la menace, elle a un double visage. C'est ce qu'on appelle de la menace hybride. C'est d'abord des attaques physiques, du sabotage, et dans la foulée, au bout de quelques heures, des attaques numériques avec des attaques en déni de service. Donc on le voit, la menace, elle est vraiment protéiforme. Je crois qu'avant, c'était un peu une vue de l'esprit. Maintenant, c'est pratico-pratique, on le vit au quotidien. Oui, alors pour compléter, effectivement, alors tu parlais de Guillaume Poupard, l'ancien directeur général de l'ANSSI, moi, je pensais au général de Gaulle, en fait, qui disait finalement que les États n'avaient pas d'amis, ils n'avaient que des intérêts. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui est en train de se passer. Alors quand on regarde un peu globalement la menace, pour moi, il y en a principalement de deux natures principales. La première, c'est effectivement le risque sabotage, espionnage industriel ou intérêt d'État. Et donc on voit bien qu'on a des organisations cybercriminelles aujourd'hui qui sont financées par des États, qui ont un objectif très clair. Hein. Il y a des documents qui sont sortis du Kremlin début 2024 qui expliquaient que la Russie voulait absolument mettre en avant les valeurs décadentes de l'Occident, qu'il fallait totalement déstabiliser l'Occident et faire ce que les militaires appellent une bleu hit.
c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe se dispute et donc oublier un petit peu le reste du monde. Et donc ce risque-là, aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'usines, même si ça semble être loin de nous. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ces organisations cybercriminelles sont financées par des États. Au lieu d'aller s'attaquer directement à l'État français, parce que ça pourrait vouloir dire guerre, ils vont s'attaquer au tissu économique. Et donc ce sont nos usines, ce sont nos entreprises qui pâtissent de cette guerre et qui, tout d'un coup, se voient complètement paralysées et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand on fait un petit peu de recherche derrière avec les équipes de cybersécurité, on s'aperçoit que c'est une organisation cybercriminelle, qu'ils ont des millions ou des centaines de millions de dollars d'investissements fournis par le Kremlin pour nous attaquer. Bon, ça, c'est une première étape. Donc vraiment, le risque géopolitique n'a jamais été aussi prégnant qu'en ce moment. Et comme tu disais, Jean-Christophe, on peut s'interroger sur les États-Unis. On parle de souveraineté. Quand on est dans une entreprise à présence mondiale, on a certaines entreprises aujourd'hui qui sont très embêtées parce qu'on a de plus en plus de réglementations qui sont au mieux à peu près cohérentes, mais parfois orthogonales d'un pays à l'autre. Et on voit certaines entreprises qui sont donc obligées d'avoir des stratégies de régionalisation. C'est-à-dire que quand vous êtes en Asie, vous allez utiliser des technologies asiatiques pour ne pas être embêté par l'administration asiatique. Et quand vous allez être sur le Grand Occident, on va dire, Europe, États-Unis, vous allez plutôt favoriser des technologies occidentales pour ne pas être taxé par les différents gouvernements de ces pays, de problématiques d'espionnage, etc. Donc en fait, on voit que même si les processus sont les mêmes, même si les ressources sont les mêmes, même si le risque est le même, on voit une espèce de régionalisation et des technologies différentes qui arrivent. Et ça coûte très cher parce que ça veut dire des compétences. Il faut faire monter des équipes en compétences sur ces deux technologies, voire même les former sur des technologies qui ne sont pas les mêmes parce qu'elles ne sont pas situalisées dans le bon endroit du monde. Et donc redonner du sens en termes de cyber, c'est compliqué. Et enfin, je terminerai sur la menace par le gain financier. Parce que aujourd'hui, en fait, beaucoup d'organisations cybercriminelles ne sont pas non plus à la solde des États. Et en fait, elles sont là pour gagner de l'argent. Et donc, leur objectif, c'est de monétiser le plus rapidement possible les exactions qu'elles commettent. Donc, l'objectif, c'est je paralyse très rapidement l'usine, je vous demande une rançon. Quand vous êtes un grand groupe, vous pouvez avoir un peu les reins solides, vous avez une assurance cyber, vous avez des équipes qui sont formées, vous avez des sauvegardes qui peuvent parfois vous aider, même si sur un process industriel... voilà, et donc vous êtes capable peut-être de redémarrer ou du moins d'absorber le choc financier. Quand on est dans une PME de 250 personnes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a peut-être que 5 ou 6 jours de trésorerie et donc on va être plus enclin à devoir payer la rançon exigée. Moi, en t'écoutant, il y a une remarque qui me vient à l'esprit, c'est aussi en vous regardant. Vous n'êtes pas très nombreux et je levais la tête, je regardais les différentes enseignes. Il y a d'un côté un géant de l'automatisme mondial, de l'autre côté un deuxième géant de l'automatisme mondial. Et je me dis, je pense que si je voulais mal faire, je suis au bon endroit pour trouver le type d'équipement que je dois attaquer dans les jours et mois à venir. Je vais aller poser quelques questions assez malines à tous ces fabricants qui forcément vont vouloir vous raconter le meilleur de ce qu'ils savent faire. Et c'est là-dessus qu'il faut taper. Et je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas je dis ça en tant qu'Auvergnat, assez proche de ces finances, il y a quelque chose qu'on ne protège pas bien, c'est nos savoir-faire. Et nos savoir-faire, c'est la clé de notre business, c'est la clé de la marge de nos entreprises. Tant qu'on en génère, ça va. Le jour où on va moins en générer, ça ne sera plus la même histoire. Et donc ce sujet qui est à mi-chemin entre ce que nous on fait au quotidien, la cybersécurité et de nouvelles missions qui nous sont parfois confiées, c'est mon cas, l'intelligence économique, donc la protection de nos savoir-faire, les mesures face à l'espionnage aussi industriel, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et la remarque m'est venue là, juste en levant la tête et en tournant un peu la tête, en me disant je crois qu'on est au bon endroit pour préparer demain de vraies attaques sur des systèmes industriels. Je suis d'accord avec toi, il faut qu'on retourne à Saint-Flour, on va aller lever quelques aubracs. Excusez-moi, j'ai 2 Auvergnats à côté de moi, donc c'est compliqué. Jean-Christophe, tu en as un peu parlé notamment des JO, c'est assez intéressant parce qu'on peut aussi en parler, on parle beaucoup de menaces, mais finalement les JO ont comme été une victoire finalement pour la France. On a créé beaucoup de choses en amont des JO, finalement ça s'est plutôt bien passé. C'est quoi ton retour d'expérience justement sur les JO? Comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a des choses d'enseignement finalement qui sont intéressants à prendre en compte peut-être pour la suite? Et voilà, comment tu vois les choses globalement?
Alors, je dirais que j'ai la chance de travailler au sein d'un groupe qui est une image pure et simple de la société française et globalement de la société européenne, dans les grandes lignes. Et dès qu'il y a des enjeux majeurs face à nous, les Jeux Olympiques, c'est un très bon exemple, les hommes et les femmes qui constituent ces grands groupes sont capables de se mobiliser avec un niveau assez incroyable. On l'a vécu le 26 juillet. 3 des 4 lignes à grande vitesse coupées, 800 000 usagers bloqués le matin et 700 000 arrivés à bon port le soir. Alors certes, ils ne sont pas arrivés en temps et en heure, mais il ne fallait quand même pas oublier qu'on avait perdu 3 de nos plus grosses infrastructures. Donc une capacité de mobilisation hors du commun. Ce qu'on en tire aussi, c'est que quand on prend le temps de se préparer, ça a été plusieurs mois pour un groupe comme le nôtre, et une dernière année qui a été vécue dans l'accélération ultime de cet événement majeur. Les Jeux Olympiques, c'est la plateforme médiatique la plus grande qui existe sur la planète. C'est tous les yeux et toutes les oreilles du monde sont braqués sur nous. Et donc ça, c'est important. Il fallait être au rendez-vous. Et ce travail préparatoire a été très long. Il a été fait, j'en vois, ils sont juste face à moi. L'ANSSI nous a beaucoup aidés dans ce travail préparatoire aussi pour répondre présent au moment venu. Et tout le monde a joué le jeu. Moi, ce que je veux qu'on en retienne, c'est que si on anticipe, si on se prépare, quelle que soit la taille de l'entreprise, on n'est pas obligé d'acheter de grandes solutions techno. C'est aussi du savoir-faire, des êtres humains qui sont là. On l'a montré en réparant nos lignes à grande vitesse. C'était surtout des êtres humains le long des voies et beaucoup de planification, mais surtout de la ressource et du savoir. Et c'est ce qu'il faut qu'on protège quand je parle d'intelligence économique, c'est aussi ça. Donc les Jeux Olympiques, c'est une mobilisation assez exceptionnelle des êtres humains. La mise en place de plans de continuité et de reprise d'activité, on n'y pense pas toujours, mais juste écrire comment on va faire au cas où ça se passerait mal, bah, ça peut vous sauver la mise et sauver votre entreprise. Donc je crois que ça c'est important. Et moi le dernier mot que j'en retiendrai, c'est que de nombreux pays, de nombreux États autour de la planète voulaient faire que la France soit en échec face à cette organisation. Et je crois qu'on a montré le meilleur côté de nous-mêmes. On est râleurs parfois, mais quand on se serre les coudes, on arrive à réaliser des choses exceptionnelles et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Non, très bien. Fabrice, justement, toi, en tant que président du CESIN, comment justement tu as vu la communauté RSSI, la communauté cyber, finalement, se mobiliser ou travailler ensemble autour de la partie... justement des JO, même événements, on parle du rugby, enfin Clermont-Ferrand, je sais les Auvergnats aussi, mais voilà, tous ces sujets de ces grands événements de 2024-2025. En fait, moi je retiens qu'une seule leçon des Jeux Olympiques. Quand je vois la communauté cyber, c'est ce que je disais précédemment. Quand on s'en occupe, ça marche. Et c'est pas un grand mot que de dire ça, c'est juste d'avoir, et c'est pas des investissements en termes de matériel, de technologie ou de device technique qui est important. C'est les bonnes ressources au bon niveau de compétences avec les bons process. C'est ça en fait qui coûte. C'est de faire monter en compétences, de faire monter en maturité. Et quand on revient, par exemple, si je reviens sur l'univers industriel, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est pas tant de mettre en œuvre une procédure de sécurité. C'est de faire comprendre en quoi elle est nécessaire pour mon usine, et de faire comprendre que le risque cyber est un événement redouté de l'usine. Et c'est ça qui prend du temps, parce qu'il faut y revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être 1 an. Mais une fois que c'est fait, en fait, ce n'est pas des outils, c'est principalement du process. Et ce que retient des JO, c'est qu'effectivement, voilà, quand on en fait, quand on se préoccupe du sujet, ça marche. Il y a une mobilisation sans précédent. On a aussi une chance formidable dans l'univers de la cyber, c'est qu'on est une communauté qui nous connaissons et qui nous entraidons. Et en fait, indépendamment des stratégies de nos entreprises différentes, en fait, ce n'est pas notre sujet, la stratégie de nos entreprises. On a tous la même stratégie à nos niveaux, c'est de faire en sorte que nos activités continuent, que les stratégies voulues par nos présidences puissent se mettre en place. Donc fondamentalement, on a les mêmes attaquants, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes enjeux, et on a la même strate. Et c'est ça qui fait qu'en général, ça fonctionne bien. Mais on n'est pas concurrents entre nous, on est plutôt là pour avancer dans la même direction. Justement, je rebondis sur ta remarque que tu faisais justement sur comment intégrer la cybersécurité dans les métiers industriels, dans les métiers. Comment vous avez justement travaillé dans vos sociétés ou globalement pour justement que ce sujet de la partie industrielle soit pas qu'un sujet de la cyber, mais soit aussi un sujet des automaticiens, des exploitants, des mainteneurs. Parce qu'en fait, c'est finalement eux qui font tous les travaux. Comment on les accompagne, voilà. Comment on arrive finalement à un monde il y a 10-15 ans où la cybersécurité, on parlait surtout de sûreté,
sûreté de processus, etc., à justement la prise en compte des risques numériques avec la numérisation, comme on l'expliquait. Voilà. Comment vous avez un peu vu l'évolution et comment vous travaillez avec les équipes Indus, notamment pour aller main dans la même direction? C'est marrant que tu parles de ça historiquement. Je vais faire un peu d'archéologie, mais 15 ans derrière nous. Donc dans notre univers, c'est il y a très longtemps. Et en tout cas, ce n'est pas un visage ami là qui me contredira. On avait un petit problème parfois, et je pense à nouveau aux gens de l'ANSSI, quand on parlait de sécurité. On ne se comprenait pas. Nous, on leur disait, notre sécurité à nous, c'est pour protéger les biens et les personnes. On veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'accident, que l'usine ne va pas exploser. Et eux, ils nous parlaient de cloisonnement. Alors le cloisonnement, pour nous, avec beaucoup d'ironie, on leur parlait de plaques de plâtre, de murs en briques, on ne comprenait pas ce qu'on nous disait. Et il y a eu, et je vous parle d'il y a 15 ans, donc on voit que tout ça a beaucoup évolué, il y avait un petit sujet de compréhension entre nous tous. Et donc déjà, avant d'aller chercher les métiers, il a fallu arriver à se comprendre. Donc ça a pris un peu de temps, que chacun explique d'où il venait, ce qu'il faisait. Et donc aujourd'hui, on est dans une approche qui est globale de la sécurité. En tout cas au sein d'un groupe comme celui qui m'emploie, c'est de se dire toutes les sécurités concourent à une seule sécurité, la sécurité de nos clients, la sécurité de nos collaborateurs et de nos matériels. Ça déjà, c'est l'enjeu majeur. Et comment on a fait pour aller chercher donc les entités au plus proche des métiers? On a fait comme tout le monde, on a fait du lobbying et on a surtout positionné partout des référents cybersécurité qui portent le message au plus proche des équipes. Et pour que ça marche et pour qu'ils soient écoutés, ce n'est pas des gens de la cyber qui ont été envoyés, c'est des gens des métiers que nous avons formés, que nous avons acculturés, parce qu'on peut envoyer tous les gens de l'IT, si on y va en costard-cravate dans un atelier, ça ne va pas être possible. Donc il faut que ce soit des gens qui soient acceptés des métiers, qui connaissent le métier, qui puissent aller parler aux équipes, leur dire tiens, fais attention à telle ou telle action ou fais plutôt de telle ou telle façon. Et ça marche vraiment. Et je crois qu'on n'est pas un cas isolé. En 15 ans, on l'a vu dans de nombreuses entreprises. Je crois que c'est la recette. Elle marche, il y en a sans doute plein d'autres. En tout cas, envoyer des gens des métiers se former à la sécurité au sens cyber, mais à d'autres sécurités, je crois que c'est un grand élément de réponse. Fabrice, de ton côté, comment tu vois, pour compléter ce que dit Jean-Christophe? Moi, j'abonde dans ce que dit Jean-Christophe. C'est qu'effectivement, il y a quelque temps, mais alors, j'ai pas le même niveau de maturité que toi, Jean-Christophe, mais nous, on est encore dans une phase d'évangélisation ou d'essayer de faire comprendre que la cyber est un événement redouté dans nos usines agroalimentaires et on a encore quelques problèmes de vocabulaire. On a encore un peu de mal à se comprendre. Et c'est pour ça que je n'utilise jamais le mot cloisonnement parce que j'ai peur qu'on m'explique qu'on va devoir faire une chambre autour de mon procédé industriel. Et c'est pas mon idée en fait. Je veux juste un peu étanchéifier ces réseaux. Et donc nous, on en est vraiment là au tout départ. En revanche, faut pas non plus être naïf. Nos directeurs industriels, même si c'est pas leur sujet, ils ont quand même bien compris que c'était un risque. Donc ça, je trouve que c'est une évolution très importante, c'est que la compréhension du risque est acquise. Et donc en fait, si on arrive à faire l'effort de se comprendre, si nous, côté IT, on est capable de comprendre finalement quels sont les enjeux de l'entreprise, quels sont ces risques, comment ils fonctionnent, est-ce que déjà il y a une carte des risques qui existe? Bien souvent, la réponse est oui. Mais est-ce qu'elle existe? Comment ils fonctionnent? Quels sont leurs objectifs du jour? Eh bien, en fait, si on arrive à partir dans cette volonté de vouloir co-construire ensemble quelque chose, on va pouvoir très vite évoluer et très vite progresser. J'en suis convaincu. Et chez nous, c'est un peu ce qu'on voit. On est en train de travailler, par exemple, sur tout ce qui est les problématiques de plan de continuité d'activité, de résilience dans les usines. Et on voit que le métier a complètement pris le sujet en place, qu'on a des champions qui sont en train de monter en compétences. Et le projet est complètement porté par quelqu'un de l'usine, en fait. Et là, je me dis, nous, on apporte la méthode, puisque ça fait longtemps qu'on en fait, on apporte un peu de structuration, d'idées, etc. Mais tout le reste, il est complètement piloté par le directeur industriel. Et là, je me dis, champagne, on a gagné. Juste pour conclure, on va essayer de garder peut-être 5 minutes juste pour des questions, qu'il y ait des gens des questions. Si vous avez, parce qu'on est quand même à Global Industries, si vous avez justement un conseil à donner aujourd'hui aux personnes qui sont ici, qui nous écoutent, qui disent c'est la cyber, etc. Voilà. Vous leur donnerez quoi comme conseil tous les deux en moins d'une minute? En moins d'une minute, je vais aller très simple. Je vais faire un peu de pub.
Sur le site du CESA, on a tous les responsables cyber d'industriels ont écrit 4 petits livrets qui sont nos retours d'expérience. Je vous invite à les lire, le glossaire pour qu'on ait le même langage, les 10 questions clés quand on visite pour la première fois une usine. Et puis on a écrit un document qui s'appelle le do et don't, qui sont en fait toutes les erreurs qu'on a commises quand on est allé dans une usine. Donc arriver en costume cravate dans une usine qui travaille par exemple, qui est un abattoir de bovins, et qu'on m'explique que finalement je vais visiter des endroits à 4 degrés et à moins 30. Voilà, alors que bon, j'étais en chemisette. Bon, voilà, c'est ce genre d'histoire un petit peu qu'on vous raconte parce que c'est nos expériences, c'est des vraies expériences de responsables cyber sur le terrain. Et le 4e livrable, c'est comment êtes-vous en mesure de faire une analyse de risque en 2 heures? Alors en 1 minute pour des Auvergnats, je pense que c'est mort, on est un peu trop bavard. Et voilà, mais challenge. Ouais, t'as raison, mais je pense que si déjà vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus. Ça fait 15 ans que j'ai pris le bâton de pèlerin, j'étais pas seul à l'origine, et Daniel, merci, parce qu'on a fait ça ensemble. Il faut juste continuer à évangéliser des guides, des livrables, des documents qui vous expliquent comment protéger les systèmes industriels. Aujourd'hui, il y en a plein. Ce qu'il ne faut pas, c'est perdre la foi parce que 15 ans après, moi j'ai l'impression que ça a peu bougé. On est 50 personnes à peine. Vous allez sur un stand pour une présentation de nouveaux produits, c'est 700-800 000 personnes en fonction de ce qui est fait. Et j'ai quand même l'impression que les enjeux sont encore pas forcément compris. Et peut-être essayer de vous faire apprendre d'une erreur. C'est pas en expliquant que de toute façon ça arrivera que les gens écoutent. C'est en expliquant tranquillement sans agiter le chiffon rouge. Je crois que c'est une erreur qu'a commis la communauté cyber pendant longtemps. On a toujours été dans un message un petit peu qui agitait la peur, voilà, de marketing de la peur, et c'était pas la bonne méthode. Aujourd'hui, il faut peut-être essayer de le présenter de façon un peu différente. Je l'ai fait dans une vie précédente. C'est de mettre en avant ce que peut apporter un produit, une solution, des services qui sont sécurisés pour les clients, et arrêter de dire que ça va être la fin du monde le jour où ça va se produire, mais plutôt porter un message positif sur ce qu'on propose tous ensemble. Apporter de la valeur. Merci beaucoup Jean-Christophe et puis Fabrice. S'il y a des 2 questions, peut-être il nous reste 3-4 minutes. S'il y a eu quelqu'un ou une question qui voudrait poser. Oui. Allez, je me lève. Vous avez parlé des attaques venant des États qui ont pour but de déstabiliser. Vous avez parlé des attaques venant des indépendants qui ont pour but de se tirer de l'argent. Est-ce qu'on connaît la répartition? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 80-20? Alors, selon les sondages, ça va être plus ou moins vrai à la virgule près, mais en gros, il faut considérer que à peu près 60% des attaques, 60% des attaques à peu près, c'est d'abord le gain financier. Voilà. Tout ce qui est espionnage, déstabilisation, les attaques informatiques, c'est à peu près 15-20%. Voilà. Ça marche. Et peut-être, l'attribution des attaques, c'est toujours quelque chose de très compliqué, et c'est pour ça qu'on s'y risque le moins possible. La proportion qu'a donnée Fabrice, elle est très générale, très généraliste. Voilà. En fonction des entreprises pour lesquelles vous travaillez, vous n'êtes pas toujours ciblé par les mêmes populations de groupes d'attaquants, et ça, c'est important. Moi, je viens d'un monde industriel où la cybercriminalité était très forte. Là, je passe plutôt mon quotidien à avoir des groupes d'attaquants supportés par des États. Donc ça dépend vraiment aussi des univers dans lesquels on interagit au quotidien. Et les groupes d'attaquants qui attaquent ton entreprise ne sont pas les mêmes que ceux qui attaquent les miennes, parce qu'en fait, ils se spécialisent de plus en plus par secteur d'activité. Peut-être un point, ce qu'il y a d'important, c'est que la cybercriminalité, quelque part, c'est un écosystème d'entreprises. Vous avez ceux qui préparent les attaques, ceux qui les lancent, ceux qui vont collecter les données de l'attaque, les gains financiers, et après qui vont les répartir auprès d'organisations criminelles qui n'ont parfois plus rien à voir avec l'univers cyber. C'est professionnel maintenant. Une autre question? Une dernière question? Non? Bon, faut quand même noter qu'entre le début de la conférence et maintenant, on a doublé. Donc je pense que ça a convaincu quand même pas mal de sujets. On va parler du prochain sujet, on va parler de réglementation, mais vous inquiétez pas, ça va être intéressant. On va parler de NIS 2. Merci beaucoup Fabrice et Bertrand Jean-Christophe. Et puis bonne journée.